Bonjour. Alors, on va attendre encore 1 ou 2 minutes parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont informé qu'elles souhaitaient participer à ce live. Donc, je vais attendre 1 minute en fait. Et on va commencer sur un sujet qui pose beaucoup de questions. En fait, beaucoup de personnes m'ont demandé d'intervenir là-dessus. L'idée du live, hein, c'est bien sûr, même si je ne vous vois pas, c'est d'être dans l'échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même si j'essaie de lister pas mal de points à partir des messages que j'ai eus. Donc je commence parce que souvent je vois des gens qui ont une consultation traditionnelle en local et qui veulent passer en visio et qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur 3 points essentiels aujourd'hui parce que généralement les gens pensent à 2 d'entre eux mais pas au troisième. Donc les 3 points essentiels, celui auquel les gens pensent en général en premier, c'est l'adaptation de leur clinique. La question c'est comment je pourrais avoir une clinique comme je la connais à partir du moment où je suis en live avec un consultant. Je vais utiliser le terme consultant qui permet de parler à la fois de vos patients et de vos clients selon vos métiers. Vous utilisez l'un ou l'autre terme en général. Donc, la question de l'adaptation de la clinique, la question de la gestion du cadre. J'ai vu beaucoup passer de questions là-dessus. Comment on adapte son cadre, c'est un terme qui revient souvent dans le métier des psychologues, mais qu'on peut utiliser dans beaucoup de métiers d'accompagnement. Et puis, la question de comment on fait pour atteindre de nouveaux patients. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question extrêmement importante parce qu'en général, elle est zappée par les personnes à qui je parle, qui ont l'impression qu'il va suffire qu'elles indiquent je fais de la visio pour que des patients arrivent. Donc, nous allons aborder ces 3 points en commençant par travaillez-vous en ligne, l'avez-vous déjà fait? Donc si les personnes présentes souhaitent répondre à cette question, elles peuvent me dire oui, je l'ai fait un peu ou je ne l'ai pas fait du tout et j'hésite, j'en ai peur. Donc l'avez-vous déjà fait? Vous sentez-vous à l'aise dans cette pratique? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour le faire? Est-ce que vous vous sentez capable? En fait, en démarrant une activité en ligne après une activité traditionnelle en local, soit parce que vous êtes en France, soit parce que vous êtes à l'étranger et que vous êtes obligé de réinventer votre métier un petit peu en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc dans tous les cas, vous allez bénéficier de ce que je vais appeler l'effet Covid. Une fois n'est pas coutume, le Covid vous apporte quelque chose parce qu'il a pas mal décomplexé, j'ose pas dire complètement décomplexé, mais le travail à distance auprès des consultants. Je dis bien que j'ose pas dire totalement décomplexé parce que bien entendu, il y a des personnes, et ça m'est arrivé encore hier, qui vous disent non, non, mais moi je veux être en local, je veux être en présentiel, ce qui est tout à fait compréhensible, bien sûr. Donc, en tant que thérapeute souhaitant développer une activité à distance, vous allez en effet bénéficier de ce décomplexage, on dit un complexe, je ne connais pas l'inverse, qui fait que les gens vont oser s'adresser à vous. Donc ça, c'est une chose positive parce que c'est un travail d'éducation que vous n'aurez pas à faire. Après, l'autre travail d'éducation que vous allez avoir à faire pour le coup, c'est savoir dompter vos peurs par rapport à l'idée de travailler en ligne. Donc en fait, la question qui vient, c'est vous en sentez-vous capable, bien sûr. Alors, un très bon moyen, une petite action que je vous propose tout de suite, enfin pas tout de suite là à l'instant dans le moment où on se parle, mais de mettre en pratique, c'est de vous observer quand vous appelez un proche. Si vous écoutez ce live en étant à l'étranger, ou si vous avez des personnes avec qui, notamment à cause du Covid, vous parlez en ligne, observez-vous et demandez-vous, est-ce que j'ai la même présence à cette personne quand je suis en ligne que si je la voyais de visu? Et demandez-vous aussi, est-ce que j'ai la même capacité d'analyse et de guidage face aux problèmes qu'elle me pose? Bien sûr, je parle d'un proche, donc vous n'êtes pas dans un cadre de thérapie avec cette personne, mais vous êtes quand même dans un moment d'écoute. Donc,
cette question est primordiale parce que vous allez, a priori, vous rendre compte qu'en fait, oui, vous êtes dans la même capacité d'écoute, la même capacité de compréhension de ce que vous dit cette personne, cette proche. Et donc, a priori, vous êtes dans la mesure de mettre en place des consultations en ligne puisque vous avez cette capacité d'écoute qui n'est pas entachée par le fait d'être en ligne. Donc, ça, c'était vraiment la première question, celle de vos peurs. Après, il y a bien sûr le cadre clinique. Comment est-ce que vous allez pouvoir travailler le cadre clinique? Parce qu'il faut quand même être tout à fait conscient que les enjeux psychiques sont les mêmes et que celui du patient va être quand même assez proche quand il sera en visio de ce qu'il serait s'il était dans votre bureau. C'est vraiment important parce que ça, effectivement, ça fait partie des peurs. Alors, certains vont dire que le fait d'être en visio, on ne voit pas toutes les corporelles, par exemple, du patient, etc. Certes, ça va dépendre de comment chacun travaille. Personnellement, je trouve qu'on a énormément d'informations parce qu'on a une concentration peut-être encore plus forte en visio que dans le cadre d'un cabinet. Parce que chacun a conscience en fait de l'effort qu'il faut faire pour être à l'écoute de l'autre et du coup ça a un effet extrêmement positif. Donc prenez le temps quand vous commencez à faire de la visio de reprendre les mêmes rituels que ceux que vous faisiez quand vous étiez dans votre cabinet. C'est-à-dire, je ne sais pas, certains d'entre vous vont se laver les mains, d'autres vont relire les notes qu'ils avaient prises sur le rendez-vous précédent, d'autres vont aérer leur cabinet, vont s'étirer, vont fermer la porte. Oui, alors je rajoute, pardon, fermer la porte de votre bureau parce que c'est parce que vous êtes en visio qu'il ne faut pas que vous recréez cette bulle dans l'espace, en fait, en fermant notamment la porte de votre bureau. Bonjour Christelle qui vient de nous rejoindre. Vous allez aussi aider votre patient à créer le cadre de son environnement, dans son environnement lui-même, et soit à son domicile, soit à son bureau, soit ailleurs. Et il a besoin d'être guidé parce que de façon mieux vous le guiderez, si je puis me permettre, mieux le travail se fera puisque vous réussirez à avoir un contact avec lui d'aussi bonne qualité que ce que vous auriez dans votre propre bureau. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un document en lui disant ce qu'il faut qu'il fasse. Et les gens sont assez, adaptables et à partir du moment où ils ont donné leur accord pour le visio, plus vous les guidez, plus ils en sont satisfaits et plus aussi ils sont rassurés. Donc, vous rentrez déjà dans la relation de confiance avec les personnes. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un document précis avec ce que vous voulez lui dire, choisir un siège confortable, couper son téléphone, vous voyez, des choses hyper concrètes et qui lui permettent vraiment de rentrer dans le travail, puisque la particularité du visio, c'est aussi de se dire qu'il n'y a plus le temps éponge, si je puis dire, qu'il y avait entre le moment où il quitte le lieu où il est pour venir vous voir, qui est un temps qui peut être un temps de concentration. Donc cette préparation dans son domicile ou dans son bureau, là où il choisit d'être, tient lieu de début en fait de travail thérapeutique. Voilà. Cependant, une limite quand même que j'ai située par rapport à la clinique, c'est lorsque vous avez une personne et que vous faites l'anamnèse avec cette personne, il faut que vous soyez vraiment très très à l'écoute des complications éventuelles qu'il peut vivre malgré ce qu'il vous dit. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, sur mon site internet, j'ai toujours écrit que je ne pouvais pas suivre à distance des personnes qui relevaient de la psychiatrie, par exemple. Pourquoi ? Parce que je considère que je n'ai pas, et c'est même pas que je considère, c'est que c'est une réalité, je n'ai pas les moyens, si la situation de cette personne se dégrade, de l'aider à être prise en charge par quelqu'un dans le lieu où elle se trouve. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que j'ai vu passer aussi, et ça m'a été rapporté en supervision, quelqu'un qui se trouvait vraiment dans l'embarras parce que la personne était vraiment en train de décompenser et en tant que psy, elle était vraiment trop loin en fait. Elle n'avait pas les bonnes adresses, les bons référentiels autour de la personne pour les... Donc ça, c'est un point important et c'est la seule limite que je mettrais au fait de travailler en visio, c'est de
travailler en visio avec des personnes avec qui vous pouvez travailler sans trop avoir besoin de les référer pour des prises en charge complémentaires en cas d'aggravation de leur situation. Ensuite, le cadre pratique. Le cadre pratique, c'est aussi une question qui vient beaucoup. Ça m'a toujours un peu surprise parce que moi, ça me paraissait assez simple, mais je pense que les questions autour du cadre pratique sont juste le reflet des peurs, en fait, de passer à la visio, si je puis dire. Donc, personnellement, je conseille maintenant d'utiliser une plateforme comme Zoom qui a le mérite de pouvoir être planifié, d'avoir des rappels pour mettre dans l'agenda, Google Agenda si vous l'utilisez ou si vos patients l'utilisent. Alors bien sûr, il y a un petit investissement de départ, c'est 140 € annuels, mais finalement, j'ai rarement été déçue de la qualité Zoom. Ça arrive de temps en temps, mais globalement, je n'ai pas eu trop de problèmes. Avant ça, j'utilisais Skype, par exemple, mais finalement, je trouvais ça moins fiable. Donc, je vous invite à choisir une plateforme où vous pouvez faire des planifications. Déjà, rien que ça, c'est une bonne tranquillité et ça vous enlève une charge mentale en fait au moment où le rendez-vous doit démarrer. Ensuite, précisez bien auprès de votre patient au moment de la prise de contact son numéro de téléphone WhatsApp. Alors, j'ai WhatsApp si vous êtes à l'étranger, son numéro normal si vous êtes en France avec une personne qui habite en France. Éventuellement Skype, éventuellement en tout cas d'autres moyens de se joindre si par hasard votre plateforme préférentielle vous lâche et que et ça arrive, qu'on n'arrive pas à se reconnecter et c'est toujours très embêtant d'un point de vue clinique quand la session s'arrête alors que c'était pas le moment que ça s'arrête. Donc demandez d'autres coordonnées qui vous permettront d'être un petit peu votre joker si jamais vous avez un problème avec votre première plateforme. Une autre question qui revient très souvent, c'est celle de la confidentialité. Donc évidemment, la confidentialité, quand l'échange se fait comme ça à distance, c'est la même. Et moi, je le dis systématiquement au début, que ce soit aux adultes ou aux enfants. Les enfants se posent beaucoup de questions là-dessus, en fait. Ils ont peur qu'on répète auprès de leurs parents. Donc, de ce point de vue-là, la confidentialité est la même. Et d'un point de vue plus spécifique, plus pratique, j'essaye, enfin c'est même pas que j'essaye, c'est que par exemple lorsque je planifie une réunion Zoom, je ne mets jamais un nom de famille et jamais un sujet, je mets juste Aude, enfin mon prénom, tiré le prénom de l'autre personne pour essayer de garder quelque chose d'assez anonyme. Je mets pas rendez-vous de psy hyper urgent parce que la personne va très mal. Vous voyez, si quelqu'un tombe dessus, ça peut pas bien passer, donc deux prénoms. Éventuellement le numéro de la séance si vous avez besoin d'un repère comptable, mais je vous le déconseille en fait, juste deux prénoms pour garder le plus d'anonymat, si je puis dire, possible. Une autre question qui revient très souvent, c'est celle du paiement. Donc, il existe beaucoup de solutions de paiement en fait, qui vont des logiciels comme Stripe ou PayPal qui peuvent être rajoutés sur vos supports de communication comme sur Internet, votre site par exemple. On peut aussi utiliser des chèques, on peut aussi utiliser le virement. Certaines personnes ont même un terminal de carte bleue. Donc le paiement, en fait, la solution se trouve assez facilement, même quand on est en visio. Après, une question qu'on se pose, c'est d'exiger, enfin en général, beaucoup de gens exigent le paiement avant la première séance, ce qui peut se comprendre. Mais en effet, chacun va adapter. Donc, paiement ou pas avant la première séance. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a un moment, il faut être aussi un peu dans la confiance et pas trop dans la crainte quand on suit une personne sur un certain temps. Généralement, je suis relativement souple sur le paiement. Mais chacun vit à sa manière. Et c'est vrai que c'est toujours très désagréable de voir un rendez-vous annulé et une heure de travail perdue, donc c'est à adapter. Mais sachez en tout cas qu'il existe pas mal de solutions et que c'est pas vraiment un problème en fait de les mettre en place. Les personnes qui viennent vous voir comme ça, elles sont souvent très contentes d'avoir trouvé une solution en visio. Ça c'est vraiment très vrai pour tout ce qui est expat. C'est des gens qui se retrouvent parfois très isolés. Aller voir un professionnel, c'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de culture, d'approche, et donc c'est plutôt des gens qui sont volontaires dans la démarche et de bonne foi pour aussi les questions de règlement. Évidemment, il y a des annulations, donc là aussi, chacun a sa politique, il y a une
il y a des personnes qui disent que tant que c'est pas annulé 24 heures avant, la séance est due. Vraiment, à vous, enfin, je ne voudrais pas que ma façon de faire devienne une règle. Vous allez choisir la vôtre. Je peux juste vous indiquer comment je fais. Donc moi, je fais extrêmement rarement payer une séance annulée, même quelques minutes avant, parce que je trouve qu'une annulation, ça a toujours un contexte et que finalement, le règlement que je recevrai, s'il a une incidence sur la qualité de la relation, n'est pas un règlement rentable, entre guillemets. Je préfère renoncer à une séance, mais préserver la qualité de la relation, que de créer quelque chose qui est un peu confusant. Voilà, ce qui m'a fait faire ce choix, c'est que lorsque j'allais en supervision, il y avait quelque chose d'extrêmement rigide par rapport à l'autre personne, enfin mon superviseur, et où d'un moment, ça me faisait perdre un peu confiance dans l'intérêt qu'il avait pour ce que j'avais à voir avec lui, à dire avec lui. Voilà, et donc ça, je suis dans cette situation. En revanche, c'est vrai que si la personne annule une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y a un moment, il faut mettre le haut là, et il faut quand même dire que se faire respecter en fait dans son cadre. Après, toujours en ce qui me concerne, j'ai besoin de souplesse dans mon emploi du temps. Donc, j'estime normal que les gens aient besoin de souplesse aussi et je m'adapte à ça. Céline, ouais, je suis désolée. D'autres personnes ont l'air de dire que ça fonctionne pour elles. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire déjà que vous êtes là, ce sera sympa. Et pour me dire si vous avez un problème, mais je ne sais vraiment pas résoudre le problème pour toi, Céline, j'en suis désolée. Alors, je continue sur le point 2. Le point 1 étant l'aspect pratique de la séance, le point 2 étant se faire connaître. Et ça, c'est un point extrêmement important et extrêmement négligé, surtout par les psychologues qui sont tout sauf des marketeuses. Et j'étais, avant de me mettre à développer en ligne, tout sauf une marketeuse. Mais figurez-vous qu'on peut apprendre et on peut même y trouver un certain plaisir parce qu'on est en échange en fait avec la communauté des gens qui vous suivent, et puis aussi parce qu'on a toujours des retours sympas du mode tel article m'a aidé pour ci ou pour ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas des actions qui sont rémunérées, hein, ça peut être un problème selon le temps qu'on y passe, mais en revanche c'est des actions qui sont créatrices de liens et de qualité dans le lien. Donc se faire connaître, ça veut dire quoi? Si je mets quelques points, ça veut dire créer une marque visuellement pour être repéré. Ça veut dire créer une visibilité sur Internet qui permet aussi d'être repéré et identifié dans sa compétence propre. Rassembler des preuves sociales, c'est-à-dire que les gens vont venir vous voir parce que ils ont vu que d'autres personnes avaient apprécié votre service. Donc, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, ou que vous faites partie d'une communauté dans laquelle ils ont confiance. Et puis, il faut aussi être sur les réseaux pour interagir avec vos consultants qui sont peut-être juste à l'état de prospect, mais qui peut-être viendront vous voir par la suite. Le résultat de tout ça, c'est voir arriver des clients, bien sûr, affirmer son expertise, être sollicité aussi pour des événements, puisqu'on est repéré, être interviewé éventuellement, être cité, enfin, plein de choses qui participent à la fameuse preuve sociale dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et puis, en effet, pour moi, ça me tient tellement à cœur que j'ai créé Soignants dans le monde. Donc, Soignants dans le monde, l'idée, c'est vraiment de vous soutenir dans le développement de votre visibilité et c'est de vous faire gagner du temps dans le développement de votre activité en ligne. On a vraiment ces deux points qui sont très forts et les points phares qui m'ont fait réécrire toutes les offres en décembre après réflexion avec les autres membres de l'équipe parce que je voulais vraiment mettre ça au cœur de notre sujet. Donc, la formule qui répond en fait le mieux et qui répond vraiment à ce que je viens de vous dire sur le passage en fait de consultant en local ou en présentiel à consultant en ligne, c'est la formule OR. La formule OR, elle va vous guider pas à pas pour la mise en place de votre communication sans réinventer la roue. Elle va vous permettre de mettre en place votre cadre. Vous aurez à disposition des documents qui sont tout faits et donc qui vous permettent de gagner du temps dans la façon dont vous pouvez vous-même
vous en inspirer pour vos propres documents. Elle va vous permettre de mettre en place votre communication, d'identifier votre marque, votre fabrique, vos caractéristiques. Vous allez aussi rejoindre une communauté, ce qui participe, comme je le disais, à une preuve sociale, une communauté qui ne cesse de grandir, dans laquelle votre profil va être diffusé. Et aussi, surtout, en plus, on peut mettre les adjectifs qu'on veut, elle va vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et de réseauter avec eux, ce qui est un soutien parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent assez seul, et ce qui est aussi un enrichissement puisque les uns et les autres se donnent des idées mutuelles et réfèrent mutuellement. Donc les résultats, c'est vraiment de gagner de la confiance, de gagner du temps et par le suivi qu'il y a sur toute une année, de continuer à vous former à vos questions business qui sont des questions qui finalement prennent beaucoup de place quand on est entrepreneur. Et en tant que psy, par exemple, que thérapeute, c'est pas forcément là où on est le meilleur. Donc l'idée de la formule OR de Soignants dans le monde, c'est vraiment de vous aider sur ces points-là. J'aimerais savoir si vous avez des questions à poser. J'en ai pas vu passer dans les commentaires ou une petite remarque, un j'aime, un plus, quelque chose qui me montre que ça vous a intéressé et que si certaines ont eu des problèmes techniques à suivre, d'autres ont pu bénéficier de ce live. Je mettrai dans le commentaire le lien vers la description de la formule OR et bien sûr vous pourrez de toute façon regarder le replay de cette vidéo pour vous continuer à vous former et vous informer sur la question de la visioconsultation. Merci beaucoup de votre attention, j'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite une très belle année parce que nous sommes toujours en janvier et nous pouvons toujours vous souhaiter une très belle année. À bientôt, au revoir tout le monde.